Bonjour à tous et merci de votre confiance. Parce qu'ils n'étaient pas à l'image de ce que leurs parents auraient souhaité, les invités que j'accueille cet après-midi ont longtemps été considérés comme le vilain petit canard de la famille. Alors comment se construire lorsque ceux qui sont supposés aimer et encourager répètent inlassablement à leur enfant qu'il est un bon à rien? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de comprendre, accompagné de notre psychologue Yvonne Poncet-Bonissol. Bonjour Yvonne, merci d'être avec nous. Une petite précision, d'où vient ce terme de vilain petit canard? Alors, c'est un conte d'Andersen, un conte pour enfants, qui est d'ailleurs magnifique. Un jour, une cane couvait ses œufs. Et à l'éclosion, eh bien, il y en a un qui est totalement différent des autres. Il est raillé, il est victime de moqueries de la part de ses frères et sœurs. Alors, pour fuir ça, il s'en va. Mais il est fasciné par les cygnes qu'il trouve beaux, majestueux. Et il va vers eux. Mais il dit, moi je suis le vilain petit canard. Néanmoins, il se penche et d'un seul coup, il voit son reflet dans l'eau. Et son reflet dans l'eau, eh bien c'est un cygne. Et il se dit, mais je suis un cygne. Et donc il se fait respecter par les cygnes et du coup, il devient merveilleux, de plus en plus beau, grâce au respect et l'adoption de la famille des cygnes. Le vilain petit canard était en fait un cygne, et on verra que les éclopés de la vie ont bien souvent une intelligence extraordinaire, et je pense que vous en faites partie. Et il faut savoir aussi que le conte d'Andersen, le vilain petit canard, c'était au fond Andersen. Andersen, toute sa vie, a été rejeté, a été battu par son père, a été rejeté par sa mère, et il est devenu ce merveilleux conteur Andersen. On va dès à présent ouvrir la première partie de notre émission intitulée « Un enfant pas comme il faut » et on va faire la connaissance de Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Alors c'est vous Claude qui avez contacté notre rédaction pour participer à notre émission. Pourquoi diriez-vous que vous avez toujours été le vilain petit canard de votre famille? Ouh là là, manifestement ça draine beaucoup de souvenirs douloureux et d'émotions chez vous. Et vous en avez manifestement souffert toute votre vie. Tout simplement parce que j'ai toujours été. Vous en avez déjà parlé de tout ça, Claude? Vous en avez déjà parlé? D'où votre émotion? C'est la première fois que vous osez aborder ce sujet. Oui. Tout simplement parce que j'ai toujours été seul dans la vie. Livré. Seul dans la vie, vous dites? Oui, livré à moi-même, c'est-à-dire que dès mon enfance, j'ai été isolé, rejeté, avec une mère merveilleuse, magnifique, très jolie, mais dépressive, et un père tyrannique. Vous aviez des frères et sœurs? Non. Vous étiez fils unique? Oui. Ça a été d'ailleurs mon drame, parce que ça manque. Quand on est fils unique, on est obligatoirement replié sur soi. Et j'ai tout de suite été enfant chétif, toujours malade, incapable de faire quoi que ce soit de son temps. Je m'ennuyais à mourir. Et pourquoi vous étiez incapable de faire quoi que ce soit? Parce qu'on vous en empêchait? Parce que je pense que mon père ne s'intéressait pas à moi, il était très égoïste. Ce qu'il voulait, c'est briller, réussir sa carrière. Ma mère, trop fragile pour résister à un tel homme. Il faisait quoi, votre père? Mon père, à l'origine, il était ouvrier en Lorraine, mais très vite, il l'a orienté, c'est un autre sujet, mais c'est important de le comprendre, vers le fascisme dans les années 39-40. Ayant vécu en Lorraine, il a travaillé pour l'usine de Göring, et ensuite, il est parti en Italie. Il a rejoint certainement les chemises noires, et je n'ai jamais su exactement qui il était. Ce que je n'ai jamais supporté dans ma vie, et finalement c'est peut-être ce qui m'a sauvé plus tard, c'est le mensonge, l'hypocrisie. Alors, on va revenir à vous. Donc, on a bien compris que votre père avait un passé un peu trouble. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à vous sentir déconsidéré par votre père au sein de votre famille? 6 ans. Comment ça se traduisait? Si vous le voulez, par un manque d'amour absolu. Mais votre mère n'était pas tendre avec vous? Si, mais elle ne pouvait pas, comment vous expliquer ça? Elle ne pouvait pas résister. Vous savez, quand vous côtoyez quelqu'un qui a une personnalité telle
que ma mère, elle ne pouvait pas s'exprimer, elle étouffait. Est-ce que tout ça s'est traduit par de mauvaises notes, à Évidemment, l'école? sur 37 élèves ou 38, j'étais le 38e Hmm. ou le 39e, donc le nul parfait, le cancre. Rien ne m'intéressait finalement. Je rêvais, j'étais un cancre rêveur. Vous rêviez à quoi? Bah, assez tôt, finalement, le théâtre et l'art dramatique m'ont vite plu. Il fallait vivre dans un monde imaginaire, Tout à fait, loin du réel. exactement. Le comportement de ce père a eu une influence sur votre caractère? Oui, énorme. Vous étiez quel genre de petit garçon? Au début, très, très fragile, sensible, d'une extrême sensibilité. Et petit à petit, j'ai commencé à me replier sur moi-même et à me construire mon petit monde imaginaire à moi. Mhm. Mais ça a été très, très pénible et très long. Donc pas de copains? Aucun copain, très bien seul. entendu, ou un seul peut-être, c'est tout. Mais effectivement, rien. Le vide absolu, oui. Vous lisiez? Vous vous réfugiez dans des lectures? Un petit peu, oui, assez vite. J'ai lu des petits manuscrits sur Molière, le Misanthrope, le Malade imaginaire, assez vite, oui. Là, tout d'un coup, j'ai commencé à me réveiller un petit peu. Alors, malgré vos difficultés et les brimades de votre père, vous êtes allé jusqu'à passer votre certificat d'études? Même pas, même pas. Même Je ne pas. l'ai pas eu. Vous l'avez pas eu. Je devais même préparer le certificat d'études pour adultes. Je ne l'ai même pas obtenu. Vous vous trouviez donc dans quelle situation à l'issue de votre scolarité? Absolument sans rien, sans diplôme. Mais comme mon père était agent d'assurance, il a eu une bonne idée pour une fois. Si vous le voulez, il m'a fait entrer dans une compagnie d'assurance qui s'appelait la Union El Phoenix Espagnole, qui était à l'époque la première compagnie d'assurance étrangère en France. Et je me suis retrouvé rédacteur dans cette compagnie d'assurance. Et vous nous raconterez tout à l'heure ce que vous y avez fait et ce que vous êtes devenu. Yvonne, comment comprenez-vous la relation difficile entre Claude et son père pour lequel la réussite sociale prime avant tout? Alors je pense que le papa de Claude n'avait d'empathie que pour lui-même et il le rêvait d'un grand avenir pour lui et vous étiez un peu son trophée, enfin il vous avait missionné pour achever ce que lui n'avait pas pu achever, c'est-à-dire qu'il rêvait pour vous de grandeur et vous, si vous étiez un cancre, c'était justement pour pas lui faire plaisir. Vous étiez résilient parce que vous étiez dans le combat. Inconsciemment vous lui disiez non, je ne serai pas celui que tu attends. Et effectivement, cette solitude dont vous parlez, avoir une maman dépressive, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a des difficultés avec du lien. Et quand on est comme ça rejeté, quand on est le petit vilain petit canard et qu'on pressent l'être, eh bien, on n'a pas la possibilité d'avoir une forme de moi idéal. Or, vous l'avez construit avec vos rêveries. Et après, on va voir comment vous avez peut-être pu réaliser ce moi idéal que vous vous êtes construit à travers votre monde imaginaire. Et ça a manifestement laissé de grandes blessures. Et alors, finalement, ce sont toujours des écorchés de la vie. Et peu importe la maturité, eh bien, quand on ouvre ces blessures sont toujours très à vif. Finalement, être vilain petit canard, c'est être stigmatisé, c'est quelque part être marqué au fer rouge par une enfance très douloureuse, très solitaire. Et puis, la différence, on a l'impression d'être toujours pas à sa place, être usurpateur quand on a une place qui nous est désignée. On n'est jamais vraiment bien et totalement investi dans ce qu'on fait. Il y a une sorte de vide qui perdure tout au long de la vie. Bonjour Marie, bonjour. Alors, à la différence de Claude, vous étiez loin d'être un cancre à l'école. Comment décririez-vous la petite fille que vous étiez? Bien, une petite fille toujours en train d'étudier, toujours dans ses livres, toujours dans les leçons, toujours à en faire un peu plus pour être occupée, plus que... Pourquoi être bien occupée? seule. Parce que vous vous ennuyez? Oui, j'étais seule. J'étais seule au milieu de... Je me sentais seule au milieu de la famille. Pourquoi? Parce que je n'avais pas d'attention. Personne ne s'intéressait à vous? On me laissait, je passais des heures à étudier. Vous aviez des frères et sœurs? Oui, je suis l'aînée. De combien? De 3. On est 3. Et les autres, on s'en occupait? Oui, ça, oui.
Ma sœur a été l'enfant désiré, donc place de seconde. Je ne sais pas si ça va avoir quelque chose. Après, j'ai eu un frère plus tardivement qui, lui, a monopolisé l'attention, puisque c'était le dernier, et un garçon. De quelle manière la petite fille que vous étiez acceptait-elle cette différence de traitement? Vous en souffriez? Vous l'acceptiez? Comment ça se passait? Je pense que quand on a l'habitude de vivre dans une certaine situation, la situation semble normale. C'est après, en grandissant, en ayant conscience de certaines choses et de l'extérieur, que là, on voit que ce n'est pas forcément très normal. Alors, par exemple, vous étiez une jolie petite fille, donc les gens vous faisaient des compliments. Comment réagissait votre mère? Plutôt mal, plutôt mal. En disant quoi? J'étais pas forcément jolie. Sa fille était jolie. Elle parlait de ses enfants en disant ma fille et mon fils. Mais on était mes filles normalement. Donc après, là, j'ai compris que bon, on ne parlait pas de moi. Donc le Comment côté physique, vous en souffriez? je crois que j'en ai plus souffert en ayant grandi que sur le coup. Parce que je vous dis, quand on est habitué à quelque chose, malheureusement, ça semble normal. Est-ce qu'on vous faisait des compliments de vos bonnes notes? Non, non, non. On disait quoi? Rien, on ne me disait rien. Apparemment, ça devait être normal. Et vos frères et sœurs étaient bons à l'école? Non, non. Ma sœur était... Mon frère non plus n'était pas... Bon, mon frère, j'en ai pas le même souvenir parce qu'il y avait une génération de décalage. Mais ma sœur, non, n'était pas du tout bonne élève. Et donc, on évitait de vous comparer? Mais disons que quand elle ramenait des mauvaises notes, c'est moi qui me faisais gronder. Ah bon? Voilà. Pour quelle raison? C'était presque de ma faute parce que je ne l'avais pas aidée. D'accord. Donc, c'était de votre faute. Voilà. Comment votre relation avec vos parents a-t-elle évolué après votre entrée au collège? Toujours dans l'indifférence. Donc, je passais mes classes haut la main. Ça se passait plutôt bien. J'avais des copains, des copines. Et puis après, je me suis, en plus des études, d'étudier, je me suis affigée dans le sport. Puisque je n'avais pas trop d'utilité à être ailleurs. Donc je me suis dirigée, je faisais du sport. J'en faisais... Qu'est-ce que vous faisiez comme sport? Beaucoup d'athlétisme. Voilà, beaucoup de courses à pied. Et j'en faisais 4-5 heures par jour, en plus des heures de cours. D'accord. Et toujours de très bonnes notes à l'école? Mais donc cette tout pour être occupé et loin de chez vous, finalement? Ben, j'étais dans mon monde, en fait. Je lisais, j'étudiais, je courais. Pour moi, c'était ce que je voulais. À quel moment de votre vie avez-vous décidé qu'il était temps de comprendre ce qui se passait? Ben, quand je suis arrivée à 13 ans, j'ai fait un calcul mathématique et j'ai vu que j'étais arrivée avec un peu d'avance par rapport à la date de mariage. Donc j'ai posé la question de savoir si j'avais été prématurée. Et là, ça a été le grand froid. C'était une question qui ne se posait pas. Et forcément, j'étais la cause du mariage. Parce que je suis arrivée avec quelques mois d'avance sur la date du mariage, d'accouchement. Ma maman, ma mère. Donc manifestement, elle n'avait pas trop prévu de se marier, mais... Apparemment pas. Elle a décidé de se marier parce qu'elle vous attendait. Voilà. Et votre sœur et votre frère sont issus du même père? Oui, bien sûr. Oui. Ah, oui, c'était les enfants voulus. Puisque l'union étant, après ma mère... Alors, est-ce que vous avez vous avez parlé avec votre mère en lui disant je comprends pourquoi Engager un dialogue, c'était trop conflictuel. C'était des hurlements, des cris. Ah oui, à ce point-là. Oui. Vous aviez des rapports Je me mêlais de ce qu'il ne fallait pas. Donc, j'ai abandonné. Quelles conséquences la place que vous teniez à la maison a-t-elle eu sur vos choix à l'époque? Beaucoup d'indépendance. J'ai agi sans me préoccuper de ce qu'on pourrait me dire. Mes décisions, je les ai prises parce que c'était les décisions que je voulais prendre. Vous aviez envie de partir, quoi, en gros. Oui. Donc j'imagine que vous avez eu votre bac. Voilà. Jeune? Pas fort, oui, quoi, à l'âge normal.
Et puis j'ai continué à faire des études après aussi par correspondance, parce que ça ne suffisait pas. Donc j'ai continué. En plus? Voilà. En plus des études que vous faisiez? Oui, oui. Alors, c'est-à-dire, vous faisiez des études de quoi? J'ai fait beaucoup de droit, des langues, beaucoup de langues, et tout ce qui était littéraire. Tout ce que je pouvais avaler, je le faisais. Donc, tout ça loin de vos parents? Non, non, j'étais là. Mais bon, mais ils n'intervenaient pas de toute façon. Je ne sais même pas s'ils étaient au courant. Yvonne, elle l'avait senti quand même, Marie, qu'elle n'était pas à Totalement. sa place dans cette Très famille. très tôt, vous avez été un petit peu, vous avez été l'enfant sage, l'enfant qui veut pas faire de vagues, qui apprend bien à l'école, qui est parfaite, qui se veut transparente, qui demande rien. Et donc, vous sentiez, vous étiez un petit peu le symptôme, les enfants d'ailleurs, les vilains petits canards, sont le symptôme d'un dysfonctionnement familial. Et votre mère voyait en vous la cause de son mariage. Donc, bien sûr, pas désiré, mais vous faisiez tout pour être aimé. C'est-à-dire les bonnes notes, vous pensiez que vous alliez être aimé. Votre indépendance, vous pensiez qu'il fallait partir pour les laisser respirer, parce que vous avez mis en acte ce qu'ils désiraient eux. Ils désiraient quelque part que vous disparaissiez. Je vous demandais. Oui. Pardon? Sans doute, oui. D'où votre indépendance rapide. Et il fallait toujours vous nourrir. Et comme vous n'aviez pas une nourriture d'amour, vous avez eu une nourriture livresque. Les études vous ont nourri. Et donc vous ont donné des réponses à toutes les questions que vous vous posiez. Béatrice, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes contrainte de témoigner anonymement aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, parce que comme j'étais le vilain petit canard de la famille, je n'ai plus de relation avec mon frère. Et c'est pour cette raison-là que je souhaite garder l'anonymat. Alors, votre grand frère est né 1 an avant vous. Oui. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez remarqué que votre mère semblait plus complice avec lui? Alors, c'est-à-dire que mon frère était un enfant asthmatique dont il était déjà super protégé. Et mon père, il était totalement inexistant. Il a été toujours inexistant d'ailleurs. Votre père? Mon père, voilà. Donc, Votre mère prenait toutes les décisions, qui était très autoritaire? Pas du tout, parce que c'était une femme enfant, mais en même temps, voilà, elle avait de l'amour pour son fils et pas du tout pour moi. Donc très rapidement, petite, mon frère avait un pouvoir un peu de manipulation, de cacher des objets, des choses comme ça, en m'accusant et tout ça. Et ma mère avait un malin plaisir à me cacher, enfin à m'enfermer dans le noir. Voilà, donc ça a commencé comme cela. Ensuite, nous avions une maison, mes parents, on avait une maison neuve avec un étage, et moi, ma chambre était au rez-de-chaussée, bizarrement, alors que j'étais la plus jeune, un peu peureuse. Et quand mes parents ont divorcé, nous avons déménagé, et dans ce nouvel appartement, on me faisait coucher dans la buanderie pour prétexter qu'il n'y avait pas de place pour moi. Parallèlement, donc on m'a envoyé chez le grand-père pour dégager un petit peu ma présence. Et ma mère a fait des démarches pendant cette période-là pour partir avec mon frère à l'étranger. Donc ça n'a pas marché, mais c'était un peu, en tous les cas, un début d'abandon. Voilà. Après, vous en aviez conscience de tout ça? Vous vous sentiez mal aimée par votre mère? Alors bizarrement, j'aimais ma mère, je l'admirais, elle était artiste et elle était très belle et voilà, j'ai toujours... Pourtant, elle passait son temps à vous déconsidérer. De quelle manière? De toutes les manières. De toutes les manières, où je m'en suis le plus aperçue et où mon amour a commencé à être un petit peu mis à mal, on va dire, c'est quand à 15 ans, du coup, enfin déjà, j'ai été obligée de quitter l'école. J'étais quand même une assez bonne élève, je pense, mais j'ai été travailler à 14 ans. C'est elle qui vous l'a demandé? Elle ne me l'a pas demandé, mais il n'y avait plus d'argent. On était dans une situation dite de riche, mais après, ma mère n'avait plus de revenus et c'est moi qui ai été travailler à 14 ans. Votre frère aussi a dû travailler? Non, pas du tout. Lui, il allait à l'école, il avait un scooter, il avait tout ce qu'il fallait, mais moi, j'allais travailler à l'usine. Voilà. Donc, à 15 ans, j'étais bien plus mature, effectivement, que la normale. Et j'ai rencontré un garçon qui est devenu mon mari. Mais avant cela, bizarrement, elle avait intégré le fait que je fréquente quelqu'un. Elle me laisse quelques mois le fréquenter.
Et à un moment donné, elle met tout interdit. Il fallait tout cesser. Et pour moi, c'était le seul avenir que j'avais. Et en plus, j'avais de l'amour, de toute façon. Et au moment de l'interdit, là, du coup, ça a été assez catastrophique parce que j'ai fait une tentative de suicide. Voilà. Donc, je me suis ouvert les veines. Et elle a mis 3 heures avant d'appeler un médecin. Mais c'était un appel au secours de ma part. C'était pas du tout une envie de mourir. Mais est-ce que vous aviez une explication pour justifier son attitude? Parce que mon frère ressemblait physiquement et psychologiquement à ma mère. Et je pense que cet amour-là, il était reporté à travers cela. Moi, voilà, j'étais à l'opposé par ma nature, par mon physique. Un narcissisme excessif? Oui, oui, vraisemblablement. Oui, oui. Donc, ce qui fait que je suis donc quand même partie de la maison assez tôt, puisque je me suis mariée à 17 ans et demi. Vous vouliez échapper à tout ça, mais il y avait peut-être une autre explication aussi. Elle avait perdu un enfant aussi? Alors, oui, j'ai normalement une petite sœur que j'aurais dû avoir, qui est née 1 an après moi à peu près, et qui est morte au bout de quelques jours. Et pendant toute sa vie, elle m'a déjà toujours dit que moi j'étais belle jusqu'à 3 ans, mais après que j'étais un laidron. Et que vraisemblablement, c'est cette petite fille qui aurait dû être ma sœur, enfin qui est ma sœur en quelque sorte, qui était l'enfant qu'elle aurait souhaité. Voilà. Moi, je ne lui ressemblais pas et je l'ai entendu plusieurs fois dans mon existence, même juste une semaine avant ou 2 qu'elle meure. Voilà. Comment vous expliquez cela, Yvonne, le fait que de justifier cette différence entre notre invité et son frère, tout simplement parce que... Alors, je crois que, comme vous le dites, Béatrice, votre frère, c'était un peu son miroir. Oui. Vous aviez une mère hautement narcissique, qui n'aimait que ceux qui lui ressemblent, et qui aimait aussi souvent votre petite sœur décédée, parce que quelqu'un de décédé est propice à l'idéalisation. Vous étiez dérangeante, elle aurait presque aimé que vous soyez disparu à la place de votre sœur. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez fasciné par cette affirmation narcissique de votre mère. Et vous n'aviez pas eu cette narcissisation vitale de la première enfance. Et donc, vous étiez là, béate d'admiration devant sa beauté, et donc soumise à elle. Et vous disiez rien. Et donc, ça, c'est vraiment la relation qu'on peut avoir avec des êtres hautement égotistes et hautement narcissiques, qui n'ont de regard que pour ceux qui leur ressemblent, à savoir votre frère. Sophie, bonjour Sophie. Alors, vous êtes mère de famille et aujourd'hui, vous êtes installée face à nos autres invités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Eh bien, parce que j'aurais pu faire de ma fille un vilain petit canard. C'est très courageux de votre part de nous confier votre histoire familiale aujourd'hui. Pourquoi avez-vous choisi de le faire? Parce que c'est un sujet tabou, parce que tout le monde croit qu'une mère s'attache immédiatement à tous ses enfants. C'est pas forcément le cas. Et que je crois que si on garde le silence et si on ne se fait pas aider, on en arrive à des situations comme celle-ci. Alors qu'on peut, en travaillant sur soi et sur sa propre histoire, faire en sorte que le lien se tisse finalement. Quel souvenir gardez-vous, vous, de votre relation avec votre propre mère? Ma mère, dans les jeunes années, je la voyais jamais, puisque j'ai été confiée à ma grand-mère, en fait, paternelle. Et puis, après, quand je suis venue habiter chez mon père à Paris, donc elle habité à Paris aussi, elle a exercé son droit de visite, on se voyait, mais il ne se passait rien, en fait. Elle ne s'occupait pas de nous. On était devant la télé toute la journée. Il ne se passait rien, quoi. Alors, vous vous êtes mariée à 23 ans. Oui. Comment vous projetiez-vous dans votre vie de femme et dans votre vie de famille? Moi, je voulais une famille nombreuse. Alors, à l'époque, vous étiez déjà enceinte de votre fils. Oui. Vous gardez quel souvenir de votre première grossesse? J'ai eu une super grossesse, vraiment en pleine forme. J'étais très active, dynamique, tout s'est bien passé. Vraiment, c'était super, quoi. C'était important pour vous que ce soit un garçon? Oui, j'avais voulu savoir et oui, j'étais contente que ce soit un garçon. Pourquoi? Parce que je voulais pas de fille, parce que ça me semblait beaucoup plus difficile d'élever une fille que d'élever un garçon. Comme ça? Inconsciemment, si vous voulez, le fait que j'ai été abandonnée par ma mère, inconsciemment, je me suis dit que c'était parce que j'étais une fille, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup, comme il n'y avait pas eu ce lien,
pour moi, c'était difficile, quoi. Mais c'était très inconscient. Maintenant, je le sais, mais à l'époque... Alors, vous avez appris que vous étiez à nouveau enceinte 10 mois après votre accouchement. Oui. Dans quel état d'esprit avez-vous accueilli cette nouvelle grossesse? Ben, j'étais extrêmement fatiguée, exténuée, parce que j'avais pas fait une nuit complète depuis la naissance de mon fils, que en même temps, j'étais très fusionnelle avec lui, parce que justement, il dormait pas, que je m'occupais beaucoup de lui, et que du coup, j'étais pas prête vraiment pour une autre grossesse. Vous l'allaitiez, votre Oui. fils? Donc, vous êtes tombée enceinte. Oui. Donc, vous avez réagi comment? Ben, comme j'avais quand même envie d'une famille nombreuse, bon, j'étais fatiguée, mais je me suis dit que bon, j'allais avoir de l'aide, puis ça allait s'arranger. Bon. Vous saviez si vous attendiez un garçon ou Non, une j'ai fille? pas voulu savoir. À quel moment avez-vous su que vous aviez une petite fille? À sa naissance, le jour de sa naissance. L'obstétricien m'a dit c'est une fille. J'étais interloquée parce que j'étais persuadée que c'était un deuxième garçon. Tout le monde me disait que j'aurais un deuxième garçon en plus, donc j'étais ravie. On venait juste de choisir un prénom de garçon la veille au soir. Et donc c'est une petite fille qu'on me donne. Et l'obstétricien m'a dit, je m'en souviendrai toute ma vie, il m'a dit ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Vous n'avez pas l'air contente. Enfin bon, plutôt ça n'a pas l'air de ma vie. Voilà. Et c'était le cas? Bah, oui, c'était le cas. Elle avait un prénom? Non. Comment décririez-vous votre comportement à l'égard de votre bébé pendant les premiers jours? Eh bien, d'abord, pendant les premières heures, je ne l'ai même pas regardé, en fait. J'étais en manque de mon fils. J'attendais mon fils. Enfin, je voulais voir mon fils, quoi. Et autant quand après les jours suivants, quand j'avais mon fils petit, je l'avais tout le temps sur moi, je le câlinais tout le temps, je le massais, etc. Autant elle, j'avais pas du tout ce besoin-là, ni l'envie de le faire. Vous l'allaitiez, elle aussi? Oui. Elle aussi? Oui. Et je m'occupais d'elle, je faisais les soins, enfin, ce qu'on appelle les soins de base. Mais non, Pas d'élan de tendresse. Pas envie de même de la toucher, enfin, de câliner, de... Ça vous a interpellé? Pas tout de suite. Vous disiez quoi? Ça va venir. Ça allait y venir. Ouais. Voilà. Est-ce que après, ça s'est traduit comment pendant sa petite enfance? Alors alors que pour l'aîné, j'avais voulu avoir le berceau dans la chambre, là, j'ai pas voulu. Pour l'aîné, j'ai passé des nuits debout. Dès qu'il chouinait un tout petit peu, je me levais, je le berçais, je chantais. Et là, j'attendais plutôt qu'elle fasse un deuxième chouinement. Mais elle était un bébé nickel. C'est-à-dire, on rentrait à la maison, elle faisait déjà ses nuits. Elle réclamait pas plus que ça à manger. Enfin, elle était silencieuse, en fait. Yvonne, ça vous étonne pas? Non, pas du tout. Voilà. Et donc ça a été toute la période bébé. Ouais. Et puis... Vous diriez que ça s'est creusé, le fossé entre vous? Oui. Oui, parce que j'avais pas d'élan. Et du coup, quand j'en avais un, elle se remettait en arrière. Donc ça ne venait pas comme Non. vous l'espériez? Ça venait pas. Vous en parliez avec votre mari? J'ai divorcé, on a divorcé ensuite 2 ans après la naissance de ma fille. Donc, non. Vous en parliez avec quelqu'un? À l'époque, non. Enfin, ma grand-mère, m'a dit un jour, parce qu'elle avait constaté un truc un peu étrange, et elle m'a dit, il faut que tu fasses très attention. T'as pas le droit de faire ça. Donc votre petite a grandi, toujours très sage, bonne élève, Première de classe, musicienne, surtout ne pas faire de vagues, ne pas faire de bruit. ravissante, impeccable, aucun conflit, avec une vie sociale très développée. Elle était invitée partout, tout le temps. Parfaite, l'enfant parfaite, quoi. À quel moment avez-vous pris conscience, vous? Ouais. Sauf que quoi? Elle mangeait pas. Ah, Voilà. d'accord. Pas du tout. Rien, quasiment rien. Vraiment anorexique? Oui, limite, oui. Voilà, donc c'était... Pardon, mais vous n'êtes pas très épaisse non plus. C'était peut-être un appel du pied. J'ai été anorexique aussi enfant. D'accord. Voilà. Avant? Oui, avant. Un appel du pied pour C'était peut-être vous pour dire, essayer de créer un lien. De créer un lien, en fait. Dire maman, je suis comme toi. Voilà.
Je fais comme toi. À quel moment vous avez pris conscience que vous la faisiez souffrir, en fait? Eh ben, j'ai pas eu le choix, on va dire. Parce qu'on était tous les trois autour de la table du dîner. Puis c'était un jour où ils avaient reçu leur bulletin scolaire. Ben, le sien était parfait, comme d'habitude. Elle avait quel âge à ce moment-là? 8 ans. 8 ans? Ouais. Et celui de son frère était nullissime, comme d'habitude. Et en fait, oui. Et donc, ben, il était premier, sauf, nul partout, sauf il était premier en sport et en dessin. Et j'ai valorisé ces deux éléments-là. Et elle m'a dit, elle me l'a dit, elle m'a dit, c'est pas juste, moi j'ai tout le temps des bonnes notes et tu me dis jamais que c'est bien. Et lui qui est nul, elle lui a dit comme ça, tu lui dis toujours des trucs bien. Alors pourquoi tu m'aimes pas? Voilà. Oui. Et là, on se le prend. ah oui, on se le prend là. C'est d'une petite fille de vraiment quoi. Et là, bah, j'ai commencé par me défausser parce que je pouvais pas encaisser. En lui disant que non, c'est pas que je l'aimais pas, mais c'est que je l'aimais différemment de son frère. C'était très moyen. Et puis après, le soir, j'ai appelé ma grand-mère en lui disant j'ai un vrai problème, il va falloir que tu m'aides. Et donc, elle est venue à la maison. Entre-temps, elle m'a conseillé de lire pas mal de livres sur le sujet du lien mère-enfant, quoi. Et puis, quand elle est venue, elle m'a raconté mon histoire. Votre grand-mère? Ouais. En vous disant quoi? Elle m'a dit, ben voilà, en fait, si vous êtes venu habiter à la maison, c'est que votre mère n'arrivait pas à vous aimer. Ni l'un ni l'autre? C'était un peu moins difficile avec ma sœur parce que moi, j'ai une très forte ressemblance avec mon père, en fait. Physique. Et donc, mais bon, elle était incapable de s'occuper d'enfants, elle était incapable de se contraindre à faire les choses comme voilà, parce que... et donc, ma grand-mère l'a défendue enfin, m'a dit qu'il ne fallait pas que je vois ça comme un abandon, mais comme un acte d'amour, en fait. Parce que sinon, on aurait pu finir maltraité. Et donc, elle m'a expliqué que ma mère avait été dans l'incapacité de nous élever, parce qu'elle avait elle-même perdu sa propre mère à l'âge de 5 ans. Et qu'elle n'a pas été aimée, elle a été placée tout de suite dans des pensionnats. Et pas ses frères. Donc en fait, celle qui vous racontait ça, c'était votre grand-mère paternelle. Oui, paternelle. parce qu'elle a toujours respecté ce choix qu'a fait ma mère. Et elle a surtout été touchée par la confiance que ma mère lui faisait à elle. Parce qu'elle n'avait pas de liens familiaux, ma mère, en fait, avec sa famille. Alors, vous allez nous raconter après ces quelques messages de la rédaction comment vous avez tenté d'inverser la tendance. Juste un commentaire d'Yvonne avant la coupure. Ce que vous ne supportiez pas chez votre enfant avec qui vous ne pouviez pas avoir un lien d'attachement, c'est votre propre abandon. Vous haïssez en elle ce que vous haïssiez chez vous. Et votre fille a fait une forme de photocopie de votre inconscient et revivait dans son corps votre propre histoire que vous ne vouliez pas voir. Elle vous a mis sous les yeux votre souffrance. C'est pour ça que les vilains petits canards sont le symptôme d'un dysfonctionnement qui vous est propre. En tout cas, c'est très courageux d'être là aujourd'hui et ça éclairera certainement beaucoup de nos téléspectateurs ou de nos téléspectatrices. À tout de suite, après ces quelques messages de la rédaction. J'avais 26 ans, j'attendais avec une impatience terrible mes 2 bébés. Elles ont vécu une grossesse sans nuages. J'ai passé 3 échographies, rien ne décelait quoi que ce soit. C'était vraiment l'accouchement de rêve. Voilà, tout était parfait. Et pourtant, à la naissance de leur bébé, elles ont découvert l'impensable. Bah là, il y avait quelque chose qui m'a paru un peu différent, comme si c'était pas le bébé attendu. Elle m'a annoncé que les organes sont remontés dans les poumons. Pour ma fille, il n'y avait que 23% de survie. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, une naissance avec une malformation pareille. On a su qu'il avait la trisomie 21. Il nous a expliqué qu'on pouvait le confier en vue qu'il soit adopté. Tout ça, on se disait c'est un cauchemar. Comment on peut se séparer de son enfant? Mais comment dépasser un tel choc? J'ai la foi et je croyais en elle. Alors la vie, c'est la guerre et on a des batailles.
On tombe, on se relève, et c'est comme ça. I'm alone in a box of stone. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Des années après, un événement du passé a ressurgi dans votre vie et a tout bouleversé. Vous avez commis une erreur de jeunesse et vous avez été rattrapé par votre passé. Autrefois, vous avez eu une aventure avec une femme où vous avez accouché sous X et des années après, votre enfant vous a retrouvé. Vous avez un passé sulfureux et alors que vous aviez tourné la page, ce pan de votre vie a refait surface. Lorsque vous avez été rattrapé par votre passé, tous vos proches vous ont tourné le dos, sauf une personne que vous aimeriez remercier. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou par Internet. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Mal aimé, jugé moins bon qu'un autre. Nos invités ont souvent dû en faire 2 fois plus que les autres pour obtenir grâce aux yeux de leurs parents. On va avancer avec notre deuxième partie que nous avons intitulée Trouver sa valeur. Et on va retrouver le témoignage de Sophie. Votre fille avait 8 ans lorsque vous avez réalisé qu'elle se sentait mal aimée, puisqu'elle vous a carrément accusé de ne pas l'aimer. Donc là, il y a eu une prise de conscience. Vous disiez que vous avez tenté de vous défausser. Et puis, comment vous avez cheminé? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer, d'avoir ma grand-mère qui m'a donc raconté mon histoire et l'abandon de ma mère. Mais en m'expliquant aussi qu'il ne fallait pas que je vois ça comme un abandon, mais comme un vrai geste d'amour, parce qu'elle était incapable vraiment de créer ce lien et que si elle a fait ça, c'est qu'elle craignait de nous maltraiter, ma sœur et moi. Est-ce que vous avez fait immédiatement le lien entre votre propre histoire personnelle et ce que vous faisiez subir à votre fille? Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en voulais énormément à ma mère de nous avoir abandonnés et que, en fait... je lui en voulais tellement que dans ma fille, je ne voyais pas ma mère, mais presque. Je faisais porter à ma fille la rage que j'avais contre ma mère, en fait. Et je me suis dit que ce n'était pas juste. Voilà. À ce moment-là, combien de temps il vous a fallu pour vous débloquer par 2 rapport ans. à elle? À peu près 2 ans. 2 ans? Ah oui. Pourquoi si longtemps? Parce que ça fait mal. Ça ravive des choses qui sont très, très douloureuses. Moi, à ce moment-là, je ne voyais pas ma mère, plus ma mère. Comment vous avez fait concrètement? Eh bien, petit à petit, d'abord j'ai raconté cette histoire à ma fille. À votre fille? Oui. En lui expliquant que c'était difficile pour moi parce que j'avais été abandonnée petite. Elle ne le savait pas. Et que bien que j'ai eu beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, parce que j'ai eu une enfance super heureuse en fait, j'avais jamais compris pourquoi ma mère avait fait ça. Et que du coup, quand j'ai eu une fille, j'ai reproduit ce que ma mère avait fait en fait. Alors, une fois que vous lui avez raconté ça, après concrètement, est-ce que vous avez tenté de tisser un lien entre vous? Oui, oui. Comment? Oui. J'ai passé plus de temps avec elle et moins de temps avec son frère. J'ai essayé d'être un peu plus équitable parce que c'est vrai que je m'occupais énormément de son frère et pas d'elle. Je me suis plus impliquée dans sa vie sociale. Est-ce qu'elle acceptait que vous vous occupiez d'elle? Est-ce qu'elle acceptait vos gestes Alors, au début, il n'y avait tendresse? pas de geste vraiment de tendresse parce que ça c'est venu qu'après, en fait. D'abord, il a fallu qu'on apprenne à se connaître, toutes les deux. Et puis, qu'on crée un lien. Le premier lien, c'est la confiance, en fait. C'est la confiance. Et puis, j'ai appris à lui dire qu'elle était jolie. J'ai appris à lui dire que ce qu'elle faisait, c'était super. Vous dites la confiance parce qu'en fait, elle ne s'abandonnait pas? Non. Elle était sur la défensive? Pas vraiment sur la défensive, mais comme je lui disais jamais ni qu'elle était belle, ni qu'elle était jolie, ni que j'étais fière d'elle, il fallait tisser déjà cette partie-là. Et donc, on a fait des choses entre filles, du shopping, enfin, qui semblent anodines, mais qu'on ne faisait pas, en fait. Est-ce que vous êtes fait aider pendant toute cette période-là? Est-ce que vous alliez voir un professionnel? Non, je ne suis pas allée voir un professionnel parce que chaque fois que j'avais une difficulté, j'appelais ma grand-mère. Et ça a été mon pilier, en fait. Ouais. Et comme elle, en plus,
été très proche de mes enfants. Et votre fils, il n'est pas devenu jaloux? Il n'en a pas pris ombrage? Non. Non, 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 non. Donc ça veut dire que vous continuiez à lui exprimer votre amour? Complètement. Aujourd'hui, j'ai toujours été obligée, si vous voulez, avec mon fils, j'ai toujours été obligée de lui dire que je lui faisais confiance. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc il l'a toujours entendu. Ma fille ne l'a jamais entendu. Et au bout d'un moment, oui, ben voilà, ce lien-là s'est tissé. Et puis au moment de la préadolescence, si vous voulez, souvent l'adolescence éloigne les enfants de leurs parents. Ben nous, ça a été complètement l'inverse, en fait. Mais la confiance, c'était par rapport à l'abandon. Vous aviez peur à nouveau d'être abandonné par votre fille parce que vous ne la regardiez pas suffisamment. Quand vous voyiez en votre fille votre mère, c'était donc de l'abandon dont il s'agissait. Pas de la confiance, mais la peur à nouveau d'être abandonné et jugé. Ces problèmes alimentaires, ça s'est résolu? Ça s'est arrêté complètement, oui. Quand? Vers 10 ans, 10-11 ans. Quand en fait on pouvait avoir des rapports affectueux et affectifs, réels, quoi, vrais, sincères. Alors aujourd'hui, elle a 25 ans, votre fille. Comment vous décririez le lien qui vous unit désormais à votre enfant? Alors, paradoxalement, ce qu'on n'a pas eu quand elle était petite, c'est maintenant, donc on est très fusionnels. Elle me raconte tout, enfin vraiment, chaque fois que, voilà, hier encore, elle était stressée, elle est à l'autre bout du monde, elle m'a téléphoné en me disant, j'ai besoin de t'entendre, voilà, et c'est un truc bête. Et bizarrement, elle a choisi le même métier que moi. C'est-à-dire? Je suis chef de projet en communication et elle fait un peu dans les métiers de la communication aussi. Est-ce que ça va bien avec les garçons? Ah, très bien. Elle est superbe, elle est magnifique, elle est radieuse, elle dégage quelque chose une joie de vivre, une générosité. Elle a les mêmes yeux que vous? Encore plus beau. Qu'est-ce que ça doit être? Et en plus, oui, voilà. Elle est brune, donc... Et votre fils, il fait quoi? Il est photographe. Donc vous avez eu raison de lui faire confiance? Oui. Ça a été un peu plus galère? Le parcours du combattant. Yvonne, quels conseils peut-on dispenser à ces mères qui peinent à tisser un lien avec leur enfant? Alors comprendre que ce qu'on rejette chez l'enfant, c'est une part de soi qu'on rejette. Se faire immédiatement aider dès que l'enfant commence à présenter quelques symptômes et de préférence faire une thérapie avec l'enfant, lui raconter son histoire, comprendre aussi que le lien de toute façon entre une mère et son enfant ou entre un père et son enfant est toujours en mouvement. Ça, c'est toujours possible de rétablir le lien. Et de plus en plus, maintenant, on préconise de faire des choses ensemble, de faire ne serait-ce que des achats ensemble, avoir de la proximité et apprendre le toucher, le corps à corps, que finalement, beaucoup de filles n'ont pas eu quand elles sont rejetées par leur mère. Réapprendre tout ce qui est de l'ordre de l'attachement et de la sécurité, mais vraiment corporel, le corps à corps, le moi-peau. Alors Claude, écoutez ce témoignage avec beaucoup d'attention. Vous dites quoi? Que votre père se comportait mal avec vous? Peut-être qu'il rejouait quelque chose de son enfance lui aussi? Vous l'avez su ça? Vous avez su son enfance? À mon père? Oui. Oui, il a eu certainement une enfance très difficile, issu d'une famille nombreuse. Il a dû se battre tout seul dans la vie. Nos liens ont été très difficiles parce que, comment vous expliquer ça? Je l'ai vu mourir, j'ai pas eu le temps de le voir mourir. Et il vous a jamais fait de compliments? Non. Il vous a jamais Si, dit le que jour où vous j'ai eu mon aimez? titre d'avocat, mais je pense Alors, que comme attendez, vous le disiez... Vous allez nous raconter la suite, parce qu'on en était resté tout à l'heure. Alors, je remarque deux choses. D'abord, moi, je vous ai regardé plusieurs fois. Vous avez du mal à accepter qu'on vous regarde. Vous n'avez pas été habitué à ce qu'on vous regarde. Oui. Ça vous gêne presque qu'on puisse s'intéresser à vous, finalement. Oui, ça m'étonne. Voilà. Donc, alors, on était resté tout à l'heure au moment où vous nous disiez que votre père avait quand même eu la bonne idée de vous proposer une place dans une compagnie d'assurance. Oui, parce qu'en fait, si vous le voulez, j'ai commencé à comprendre que
comment dirais-je, que j'étais capable de raisonner. Et dans cette compagnie d'assurance où c'est mortel, hein, entre parenthèses, de pouvoir y vivre, je ne sais pas comment font les pauvres rédacteurs qui passent 20 ans dans une compagnie d'assurance, c'est pour moi insupportable. Mais j'ai quand même appris ce qu'était un contrat. Et brusquement, je me suis aperçu que j'adorais analyser, c'est ça qui est drôle, un contrat d'assurance. Et pourtant, les assureurs, Dieu sait qu'ils ont une très mauvaise réputation, on les prend souvent pour des voleurs. Ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Et là, j'ai commencé à me dire, bah tiens, après tout, je suis peut-être pas si bête que cela, et je suis quand même peut-être capable de comprendre quelque chose. Vous avez cherché à en savoir plus, à mieux comprendre, peut-être à faire des études de droit? Après, c'est-à-dire qu'il y a eu une phase un petit peu longue de 2 ans où, petit à petit, j'ai commencé à me construire. C'est-à-dire que, d'une part, j'ai suivi des cours, c'est ça qui est amusant, des cours de dactylographie et de sténographie, seul garçon parmi une trentaine de jeunes femmes, donc vous imaginez le climat dans lequel j'ai pu vivre. Et, il y en a qui auraient adoré, hein. Comment? Il y en a qui auraient adoré être Oui, seul mais parmi, moi, excusez-moi, mais à l'époque, c'était une frousse effroyable. Et heureusement, j'ai eu la chance d'avoir la mère de Pierre Vernier, qui a joué Rocambole, ce fameux feuilleton télévisé, qui était une femme magnifique et qui a su m'entourer en quelque sorte et me protéger. Et puis, ayant appris à taper à la machine à une vitesse vraiment... à une énorme vitesse, hein, entre parenthèses. Et à ce moment-là, en même temps, le soir, quand je sortais de cette compagnie d'assurance, j'allais suivre mes cours d'art dramatique, où là, c'était une forme d'extase, quelque part dans mon esprit, dans la mesure où j'ai découvert tous les auteurs classiques et modernes, et je me suis dit qu'après tout, je pouvais peut-être espérer devenir un comédien professionnel. Et j'aurais peut-être pu le faire, mais bon, la vie ne l'a pas voulu, enfin ça c'est le destin. Et à un moment donné, donc, je me suis retrouvé à peu près sans rien faire d'intéressant. Et là, j'ai commencé un jour à me dire, puisque je tape à la machine très vite, je vais faire une démarche. J'ai pris l'initiative d'aller directement, seul, avec moi-même en quelque sorte, me rendre au tribunal de grande instance de Paris, où là, je rencontrais le greffier en chef du tribunal de Paris qui s'appelait Monsieur Cadret, et il m'a dit, savez-vous taper à la machine à écrire? Réponse, bien sûr. Je vais vous obtenir un poste d'auxiliaire de bureau avec un traitement particulièrement minable, mais ça ne faisait rien. J'entrais dans la grande porte du monde judiciaire. Alors, depuis, vous vous êtes construit, loin de l'image de bon à rien que l'on vous avait fait porter jusque-là. J'ai commencé. L'envol, c'est le titre du reportage que la rédaction vous a consacré. Regardez. À Paris, dans le 5e arrondissement, Claude a longtemps été considéré comme le vilain petit canard de sa famille. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de devenir un brillant avocat. Voilà le lieu prestigieux où j'ai découvert ma vocation, la Sorbonne. C'est ici que sa vie a changé en 1965. Cet endroit, pour moi, me marquera toute mon existence. C'est un retour en arrière mémorable. Là où j'ai rencontré Robert Badinter pour la première fois de mon existence, c'est inoubliable. Cette rencontre avec Robert Badinter, ministre de la Justice de 81 à 86, a été un véritable déclic dans sa vie. C'est comme s'il avait trouvé un père spirituel. Le très mauvais élève que j'étais, le cancre même, s'est réveillé. Je pense qu'il y a eu une forme de sursaut intérieur. Et cette rencontre fut déterminante parce qu'il m'a ouvert la voie royale du droit et de la morale. Et j'ai compris que j'étais fait pour évoluer dans cet univers. Si Claude est aujourd'hui un homme accompli, il n'en reste pas moins marqué par son enfance. Bonjour Vanessa, comment vas-tu? Ça va et toi? En forme? Oui, ça va. Et les petites? Elles vont bien? Oui, ça va. Bon, bien écoute. Des souvenirs douloureux qu'il évoque dans un livre dont il tient à faire découvrir le manuscrit à sa fille. C'est que je repars un petit peu à zéro. Oui, tu m'as dit ça. Hein, je te l'ai dit. Oui. Hein, je vis avec le passé, j'essaye de regarder un petit peu l'avenir. Et le thème sera au théâtre de soi. Que penses-tu du titre? Bah, ça peut être pas mal. Je remonte un peu à mon enfance, ce que j'ai vécu, mon adolescence, mes rapports avec mon père que tu as connus. Pourquoi ai-je écrit ce livre?
Essentiellement pour Vanessa, finalement. Pour lui montrer vraiment ce que j'ai vécu et ce qu'elle n'a pas pu percevoir. Je savais qu'il en souffrait, mais c'est vrai que j'étais pas consciente de tout. Je pense qu'il a encore gardé des choses pour lui. Si j'écris tout cela, c'est une forme de thérapie qui me permet de mieux avancer. Ça permet de vivre de façon plus apaisée. Claude est aujourd'hui grand-père et la famille, pour lui, c'est sacré. D'ailleurs, c'est lui qui va chercher ses 2 petites filles à l'école plusieurs fois par semaine. Il n'est pas question de reproduire le schéma que j'ai vécu moi-même comme enfant, et au contraire, je veux tout leur donner pour qu'ils aient tout mon amour. Allez les filles, ouais, doucement. Bonjour les petites filles, comment ça va? Oh, comment ça va? J'ai besoin d'être en permanence avec mes petits-enfants, besoin de les voir tous les jours, et pour moi c'est vital et essentiel. Bonjour. Papi chéri d'amour. Oh, bonjour les filles. Donc, est-ce que votre père a été le témoin de votre réussite? Le jour où j'ai obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, mais je pense qu'en fin de compte, comme le disait tout à l'heure Yvonne, je crois qu'il y a eu un transfert. C'est-à-dire que mon père aurait rêvé, lui, d'avoir le titre d'avocat, titre que j'ai obtenu, si vous le voulez, par moi-même et par mon travail. Et je vais jusqu'à penser qu'il m'a envié, qu'il aurait pu même être jaloux de Mais ma il vous a réussite. fait des compliments quand même? Oui, mais c'était sa fierté à lui, si vous le voulez, je pense, qu'il mettait en œuvre. Mhm. Mais je pense quand même qu'il a été aussi, comment dirais-je, qu'il a quand même reconnu ma valeur à ce moment-là. Et pour autant, vos liens n'ont pas été apaisés? Pas vraiment? Non, parce que je n'ai, encore une fois, je suis quelqu'un qui, l'éthique, chez moi, ça prime tout. Bah ouais, si vous êtes- Et je ne lui ai jamais pardonné son mensonge, si vous le voulez. Par exemple, il m'a dit un jour, j'étais prisonnier à Mauthausen. Non, on ne va pas dire à un fils, à un enfant, qu'il a été prisonnier à Mauthausen quand on sait ce qu'ont souffert les Juifs. C'est pas tolérable ni supportable. Et ça a été, ça restera à jamais gravé dans ma mémoire. Marie, votre père vous brimait depuis, enfin votre mère plutôt, vous brimait depuis qu'elle vous tenait responsable de son mariage avec votre père. Une relation donc difficile qui vous a poussé à prendre votre indépendance assez jeune, dès l'âge de 17 ans. À quel moment de votre vie avez-vous entendu dire pour la première fois qu'elle était fière de vous? Par des connaissances, quand j'ai obtenu un examen. Donc j'avais il y a 20 ans. Vous aviez? Il y a 20 ans, donc j'avais... Qu'est-ce que vous avez obtenu comme examen? Mais contrairement à monsieur, je travaillais dans la justice aussi, mais pour les contribuables. Voilà. Et donc, c'est les voisins qui m'ont fait entendre que ma mère avait été fière que je puisse avoir cet examen, finir classée. Elle ne vous l'a niveau jamais national. dit? Non. Alors, c'était il y a près de 25 ans. Depuis, vous êtes vous-même devenue maman. Oui. Quelle relation entretenez-vous aujourd'hui avec votre mère? Il y a une amélioration peut-être. Bon, mes parents sont des grands-parents poules, comme peut-être beaucoup d'enfants en rêvent. Donc, ils ont cette chance-là. Mais Vous avez pu parler avec votre mère? pas depuis? pour autant devenue mère poule, non. Mais moi, j'ai vécu ma vie, j'ai fait ma vie. Je suis partie pendant un quart de siècle de chez moi. Je suis revenue avec mes enfants. Et c'est avec mes enfants, ma famille, ce sont mes enfants. Et vous, quelle mère êtes-vous? Je suis peut-être un peu trop maman poule. Vous avez toujours veillé à ne pas reproduire le schéma que vous avez connu? Je pense que tous les parents du monde devraient faire attention de ne jamais avoir de chouchou dans leur famille. Parce que c'est totalement destructeur. Et pour les parents, et pour les enfants. Parce que ça concerne l'enfant en lui-même qui est brimé,
mais ça concerne aussi les autres quand il y en a d'autres. Ils l'ont senti, vos enfants, que vous aviez une relation difficile avec votre mère? Oui, ils le ressentent, oui, oui, oui. Vous avez parlé avec eux? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est important d'en parler, Yvonne, justement pour ne pas retransmettre de génération en génération? Je crois que ça fait partie de l'histoire et ils ont le droit de savoir les conflits que vous avez eus avec votre maman, comme Claude fait un livre pour sa fille. Ça évite peut-être la répétition des schémas. Ça donne un autre éclairage sur la relation qu'ils ont avec vous. Ça n'est que je ne donne de réponse qu'à leurs questions. Voilà. Je ne vais jamais faire tout un roman. Ce qui a été, et puis voilà. Moi, personnellement, j'en ressors. J'ai pas de haine. Je trouve que c'est dommage, mais j'ai pas de haine. Je crois qu'il faut effectivement éviter trop de détails pour ne pas ressasser le passé. Je pense que ce sont des enfants. Oui, quand on devient grand-parent, par exemple, on voit que c'est les petits-enfants qui vous projettent à nouveau dans le futur, dans l'avenir, qui vous donnent la vie. Et ne pas comprendre votre passé, comprendre votre histoire, en faire part, oui, mais éviter trop de détails. Il faut qu'ils aient de la candeur. Voilà. Quel message avez-vous envie de faire passer aujourd'hui en venant sur notre plateau? Justement, que les parents, dans la mesure du possible, fassent très attention, surtout très tôt, parce que ne faut jamais sous-estimer un enfant, parce que l'enfant est bien, à mon avis, et même parfois plus intelligent que les adultes, et donc a tendance à se taire et à s'effacer. On trouve des anorexiques, des tentatives de suicide. Et je pense que si les parents avaient fait un peu plus attention, et à eux et à leurs enfants, des fois on n'en serait pas à des situations irrémédiables. C'est tout à fait juste. Mais et bon, d'ailleurs, parfois... c'est pour ça que maintenant, on insiste beaucoup sur le lien mère-enfant. Il y a des maternologues. On fait énormément de travaux sur le lien d'attachement entre la naissance et 1 an. C'est très, très important. C'est là que, finalement, on offre à toute personne une forme de sécurité sur laquelle elle va pouvoir se bâtir. Béatrice, tout au long de votre enfance, vous avez eu le sentiment que votre mère préférait votre frère. En quoi votre jeunesse a-t-elle parfois été un moteur de réussite pour vous? En fait, le moteur, il a été double. Déjà, j'ai voulu créer une famille, moi. Donc, je me suis mariée à 17 ans et demi, j'étais maman à 20 ans, j'ai 2 filles. Aujourd'hui, j'ai 3 petits-enfants et je suis arrière-grand-mère aussi. Et quelle relation avez-vous avec vos filles? Très bonne. Vous n'avez jamais eu peur de reproduire Non, parce que la relation a été, voilà, je pense avoir beaucoup donné d'amour et je reçois beaucoup d'amour, donc non, ça se passe bien finalement. Et avec votre mère, est-ce que la relation a évolué? Alors, la relation avec ma mère, ça a été très compliqué tout au long de son existence en tous les cas, puisque elle a, chaque fois qu'elle avait besoin, ou psychologiquement ou matériellement, j'étais obligée de la prendre ponctuellement chez moi. Et ça a été quand même assez néfaste pour le couple et tout cela. Mais jusqu'à sa mort, ça a été quand même assez compliqué. Voilà. Et c'est là où j'ai quand même constaté la différence entre mon frère et moi. C'est que la convention obsèques et une assurance vie n'étaient qu'au nom de mon frère. Voilà, ça c'était quand même pas très sympathique. Comment vous pensez à elle aujourd'hui? Vous avez fait la paix avec votre passé ou... Ah oui, toujours. J'ai jamais été dans la rancœur, ni dans la haine, ni quoi que ce soit. Et ça m'a permis d'avancer. Parce que même au niveau de... J'ai travaillé 8 ans à l'usine de par cette situation. Mais à 22 ans, je suis rentrée dans une société commerciale et je suis devenue cadre. Donc voilà, j'ai compensé ma vie quand même d'une façon, je pense, et je n'ai aucune, je suis pas du tout passéiste. J'ai avancé et aujourd'hui, je continue de fleurir sur sa tombe et voilà. Et avec votre frère? J'ai pas de relation, par contre, avec mon frère, mais on s'est peut-être vu 5 fois en 50 ans. Yvonne, à quel point une différence de traitement entre 2 enfants peut-elle détruire une fratrie? On le voit là. Eh ben, c'est la mère qui désigne effectivement qu'elle a comme préféré, comme chouchou, le fils. Donc automatiquement, avec le fils, la fratrie éclate. Je veux dire que lui-même vous a rejeté, au même titre que votre mère vous a un petit peu écarté. Donc c'était un complot à 2. Alors, et la fratrie éclate.
Pour ceux qui nous regardent et qui se culpabiliseraient en se disant « Oh là là, mais moi aussi, je me sens mieux avec ma fille qu'avec mon fils, me reconnais plus en elle qu'en lui. » C'est pas la même chose quand même. Ça veut pas dire. C'est vrai qu'on a un type de relation. Ça peut arriver qu'on puisse se sentir plus proche de nature et de personnalité. Bien sûr. On a un lien à chaque fois différent avec chaque enfant. Chaque enfant, finalement, vous renvoie à quelque chose de vous-même. Mais ça, c'est du rejet pur. Or, préférer un tant soit peu un enfant parce qu'on a plus de complicité et d'affinité avec lui, oui, mais il ne s'agit pas là de maltraitance psychologique ou de rejet. C'est juste, finalement, une forme de relation différente. Mais la relation entre les... D'ailleurs, les enfants, quand ils parlent entre eux, on a l'impression qu'ils n'ont pas du tout la même vision de leurs parents. Donc, ils ont des attentes différentes, ils sont différents, et la relation avec les parents est différente, mais n'est pas rejetante. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller aux enfants qui se sentent mal aimés au sein de leur famille? Alors, les enfants qui se sentent mal aimés, les petits canards, doivent aller trouver des signes qu'on appelle les tuteurs de résilience. Ils trouvent toujours à l'extérieur des supports qui les font grandir. Ça, c'est une première chose. Faire aussi de la souffrance de leur rejet une force. Parce que les vilains petits canards, les enfants rejetés, ont toujours au fond d'eux une forme de résilience importante qu'ils mettent en œuvre dès lors qu'ils ont l'opportunité de le faire grâce à des rencontres. Donc faire de leur force finalement une capacité, ce qu'on appelle la capacité de résilience. D'ailleurs Boris Cyrulnik a écrit un livre, Ces fameux vilains petits canards, et donc vous voyez qu'ils se transforment en signes et puis vous en faites partie. Merci à tous de nous avoir montré qu'un mauvais départ peut quand même présager un bel avenir.